Alors c'est la deuxième partie de cette table ronde qui va porter sur la formation digitale. Alors pour cela, j'appelle 3 nouveaux intervenants. Merci beaucoup à tous les 3. Alors les 3 nouveaux intervenants sont Benjamin Chouraki, cofondateur de Pitchy, Arnaud Blachon, directeur et fondateur de UpGraduate, et Jean-Marc Tassetto, cofondateur et directeur de Corp Academy. Alors merci beaucoup à tous les 3. On va parler maintenant de formation numérique, et qui dit formation numérique dit vidéo. Ma première question est donc pour Benjamin Chouraki. En quoi le format vidéo permet-il d'améliorer l'apprentissage dans le mode professionnel ? Alors, la vidéo aujourd'hui, je vais pas vous convaincre, je pense que tout le monde le sait ici, que c'est devenu un support de communication qui est incontournable. On dit par exemple qu'une image vaut 1000 mots. Je vous laisse imaginer combien vaut une vidéo. Ça vaut beaucoup de mots. L'idée générale, c'est de dire que le support vidéo, pourquoi le support vidéo aujourd'hui est un support qui est incontournable pour former et pour informer. Il est incontournable tout d'abord parce que, en plus de la rationalité du message qu'on va véhiculer, la vidéo permet d'amener de l'émotion. Et ce qui va aujourd'hui amener de l'émotion va permettre de pouvoir atteindre un taux d'adhésion des équipes, des collaborateurs, des salariés qui est beaucoup plus fort qu'avec un simple texte, par exemple. Quand on a réussi à faire adhérer, quand on a réussi à convaincre, il y a autre chose qui est important, c'est la mémorisation du message. Et sur ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui montrent qu'un message a 4 fois plus de chances d'être retenu avec de la vidéo qu'avec un simple texte. On dit aussi que 10% des messages qu'on entend sont retenus, 20% des messages que l'on lit sont retenus, et on a 70% des messages qui sont lus et entendus qui sont retenus. Donc ça, c'est quelques chiffres clés pour essayer de vous convaincre, si ce n'est pas déjà fait, de l'importance de la vidéo. Ceci étant dit, le problème du support de la vidéo aujourd'hui, il y a 3 grandes souffrances de ce support que vous connaissez sûrement, qui sont le prix, parce que réaliser une vidéo, ça coûtera plusieurs milliers d'euros. Le temps, puisque réaliser une vidéo, entre faire le storyboard, les différents allers-retours, ça va prendre plusieurs semaines. Et la compétence, à moins de maîtriser un logiciel professionnel, on va forcément être dépendant de prestataires externes. Donc aujourd'hui, nous, chez Pitchy, on a développé une technologie qui est aujourd'hui unique en France, qui vise justement à démocratiser l'usage de la vidéo professionnelle, qui a pour vocation de permettre aussi bien aux jeunes entrepreneurs, aux startups, aux TPE d'utiliser ce genre de support, mais aussi de permettre à des grands groupes de placer une fois pour toutes la vidéo au centre de leur stratégie de communication et au centre de leur stratégie marketing. Comment on fait ça? On propose une interface où en fait on va retrouver un principe de template vidéo qui sont préfabriqués sur mesure pour les grands groupes. Et dans ces templates vidéo, il y a une interface très simple. On va pouvoir incruster des textes, des pictos, des illustrations, de la photo, des petits bouts de film, rajouter pourquoi pas de la voix off et générer en quelques minutes une vidéo personnalisée en haute définition. C'est ce qui va vous permettre dans les grands groupes de pouvoir réaliser des vidéos tutoriels, des newsletters pour informer les salariés. C'est ce qui va permettre de présenter des offres, de présenter des produits, des services. C'est ce qui va permettre de répondre à des appels d'offres. Et tout ça en dépassant les 3 freins que j'ai énoncés initialement, le prix, le temps et la compétence, puisqu'on arrive à diviser en gros par 10 les coûts de production aujourd'hui.
C'est ce qu'on fait avec un certain nombre de grands groupes comme la SNCF, comme la Poste, comme Bouygues Immobilier, comme Unibail, avec le MEDEF aussi aujourd'hui, que je remercie pour l'invitation. C'est aussi ce qu'on fait sur la partie de la formation. On a la chance de travailler avec Jean-Marc Tassetto chez Corp Academy, qui vous parlera beaucoup mieux que moi de toute la partie aussi des MOOC, des vidéos e-learning, des catalogue de formation, et ça c'est aussi ce que permet de faire notre outil. On a été élu cette année le meilleur outil de présentation vidéo par la French Tech. On a gagné un certain nombre de prix d'innovation. On a un petit stand en haut, voilà, je fais un peu la pub, c'est la petite start-up qui fait la pub. Si vous voulez venir nous rencontrer, c'est avec un grand plaisir, et je vais laisser la main sur tout ce qui est e-learning aux deux spécialistes de la table avec moi. Voilà. D'accord. Alors n'hésitez pas à avoir le stand Pitchy, mais à la fin de la table ronde, s'il vous plaît. Bien sûr. En plus, je n'y suis pas, ça n'a aucun intérêt. Alors, on va passer du coup vraiment au centre du débat, le débat sur les MOOC, les COOC et puis la formation digitale. Alors, petite question très rapide à tous les deux, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise et votre activité ? Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Arnaud Blachon, fondateur de la société Upgraduate. En quelques mots, Upgraduate est une application qui va vous permettre à tous de créer votre université digitale. Donc une université à vos couleurs qui va vous permettre en fait de former vos collaborateurs, qui est je pense aujourd'hui l'une des principales thématiques du jour, mais également vos clients. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cet axe-là ? Parce que la formation des collaborateurs, c'est un sujet qui est traité depuis des années, avec plus ou moins de succès pour le e-learning. Et on s'est aperçu qu'aujourd'hui, il fallait réenchanter la formation. Et pour ça, on a pris l'axe de la formation client. Aujourd'hui, je pense que la majorité des sociétés présentes dans la salle ont vu leur modèle évoluer. On ne vend plus de produits one-shot, mais on vend des services. Et qui dit service dit usage du service. Et donc on s'est tourné vers la formation client, en se disant finalement qu'une société qui va avoir une centaine de collaborateurs aura peut-être des milliers de clients. Et comme aujourd'hui l'usage du service par les clients est clé, eh ben on va les accompagner à former les clients. Et donc on est re-rentré dans la formation par cette brique-là, qui est aujourd'hui vraiment clé pour le succès d'une entreprise, et qui permet de relancer en fait globalement tout le débat de la formation après dans l'entreprise. Donc Jean-Marc Tassetto, nous avons créé Corp Academy il y a 2 ans et demi. Moi, je dirigeais Google en France, et avec un de mes associés, Arnaud, qui était chez Google avec moi, on avait découvert en Californie cette fameuse révolution des MOOC. Alors, vous avez utilisé certains acronymes horribles, hein, les MOOC, les COOC, les SPOC, enfin bon, peu importe, mais c'est formation massive et collaborative en ligne, née sur les campus universitaires américains. On peut dater tout ça de 2011-2012, avec le premier fameux cours de Peter Norvig sur Udacity à 165 000 étudiants. Peter, c'est un des directeurs scientifiques de Google, donc quand il m'a dit ça, premier effet waouh, comme on dit sur la côte ouest, et deuxième effet waouh, c'est que les 200 meilleurs étudiants du cours n'étaient pas de Stanford. Voilà, j'ai réagi comme vous, pareil. Et de retour à Paris, 11 heures de vol, on a le temps de réfléchir. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire dans le domaine de la formation continue, quels que soient les termes. Et on peut probablement réimporter ces nouveaux protocoles pédagogiques à l'intérieur des entreprises. Et dans un moment très intéressant, je ne sais pas si on est dans la 3e révolution industrielle ou dans la 4e. Enfin, à Davos, on parlait de la 4e, mais peu importe. Ce qui est certain, c'est que l'ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille, sont en train de reconnecter grand chantier de transformation et grand chantier de formation. Et de redonner à la formation un statut probablement beaucoup plus stratégique qu'historiquement. Il y avait un enjeu pour tout ça, dans le domaine de l'entreprise, c'était de remettre l'apprenant au cœur, puisque le e-learning, ça fait 30 ans que ça existe, on l'a tous subi. La version anglaise, c'est « it's boring », hein, la version française, c'est « chiant ». Donc on est reparti de ce sujet-là. Nous-mêmes, on subissait des cours, enfin moi, dans les télécoms, chez Google, et on s'est dit c'est juste plus possible à l'époque du web, à l'époque de la vidéo, à l'époque de la gamification, à l'époque des réseaux sociaux et de la collaboration, de subir ces protocoles-là. Donc au fond, on a réinventé un protocole pédagogique pour remettre l'apprenant au centre avec un objectif qui est l'engagement, réengager l'apprenant, passer de niveaux d'engagement de l'ordre de 5% à des niveaux d'engagement de plus de 70 à 80% pour un bénéfice final dont parlait Jean-Pierre tout à l'heure, qui est la montée en compétences et donc l'employabilité. Et du coup, quels sont les principaux bénéfices de ce type de formation pour les apprenants ?
Alors, pour les apprenants, le premier bénéfice, moi, tel que je le vois, c'est l'accessibilité. On a des très belles histoires. Le pendant de la belle histoire des 200 apprenants de Stanford qui n'étaient pas de Stanford dans les entreprises, nous, sur notre cours au digital chez Pernod Ricard, le meilleur apprenant sur les 3 premières semaines, c'était un manutentionnaire de l'entrepôt de Cognac. Le pauvre gars, il a vu débarquer la DRH qui avait passé la porte d'Orléans, ça arrive, caméra à l'épaule, et puis qui est venu être interviewé. Bon, il se trouve qu'il était passionné de digital, il codait le week-end, et évidemment, grâce à cette formation-là, en effet indirect, mais effet induit intéressant, il a été repéré, il a pu progresser. Le bénéfice, c'est ce que, quand je suis en Asie du Sud-Est, c'est ce qu'on... À Singapour, le gouvernement a investi dans un immeuble de 15 étages dédié à Employability Skills. Le premier bénéfice, c'est par l'accès au contenu, je développe mes compétences qui me maintiennent dans l'emploi. C'est ça l'enjeu. Du coup, finalement, la formation digitale permet de bien former les salariés, mais aussi parfois d'identifier des compétences rares chez des personnes auxquelles on n'avait pas pensé. Mais oui, parce qu'on est dans un système d'auto-qualification, d'auto-montée en compétences. Parce qu'on voit, nous sommes créés sur le campus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui a 1 million d'étudiants en ligne, pour 10 000 étudiants sur le campus. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez des dizaines, des centaines de cours à disponibilité, vous pouvez même imaginer que ce n'est même pas votre manager ou même pas votre RH qui définit pour vous votre programme de formation. Vous pouvez même aller picorer, aller découvrir ce qu'est le métier de logisticien ou le métier de marketeur, et puis vous engager dans cette voie, alors que jusqu'à présent, ces chemins-là vous étaient totalement inconnus et donc inaccessibles. Vous avez connu des cas de figure comme ça aussi avec Graduate ? On en a eu quelques-uns et je pense que l'accessibilité est vraiment la clé. Jean-Marc le disait, le e-learning s'est développé il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Mais au départ, ça s'est développé en abandonnant l'avantage du e-learning. Donc on disait aux salariés, vous allez faire 2 heures par semaine, vous allez vous mettre dans telle salle et vous allez le faire comme ça avec ce poste-là. Ben là, du coup, l'avantage du e-learning étant d'apprendre à son rythme, avec ses outils, quand on le souhaite, on le cassait complètement, puisque finalement on faisait la même chose que du présentiel, sauf qu'on le faisait devant un ordinateur. Aujourd'hui, le fait que chaque salarié, on l'a dit tout à l'heure, ait son téléphone et soit capable d'avancer, de suivre sa formation, dès qu'il a 15 minutes devant lui, il le fait quand il le souhaite. Et comme le disait Jean-Marc, l'engagement est clé, et quand on impose à quelqu'un d'aller passer un nombre d'heures par semaine, par exemple, sur du e-learning, on est sûr que ça devient une contrainte, et donc on perd l'engagement de la personne. On a eu un cas assez marrant sur la formation de chauffeur Uber en ligne. Donc c'était l'année dernière, tout le monde voulait devenir chauffeur VTC. On avait un public de gens qui avaient en moyenne 20 à 25 ans, donc très habitués à faire du mobile. Et quand la personne qui voulait monter ça, 1er septembre, vient nous voir en nous disant je veux lancer du complètement en ligne parce que mon public est jeune, bon, on s'est dit quand même ça va être compliqué parce qu'il y a 150 heures de formation en ligne. Il a démarré le 1er septembre, il avait 10 utilisateurs. Au 31 décembre, on était au 3800e. Et sur les 3800, près de 80% avaient suivi les 150 heures. Donc quand on met vraiment on cible bien les personnes à former, parce que ce n'est pas non plus utile de délivrer des catalogues de formation de masse à tous les salariés. Il faut quand même qu'il y ait une volonté du salarié, il faut quand même bien cibler le public. Mais qu'on donne les outils pour le faire et qu'on arrive à avoir la motivation en face, on arrive à des taux de formation beaucoup plus importants de ce qu'on aurait eu en présentiel. Alors, oui, je vous en prie. Il y a un autre bénéfice aussi, ça c'est très important pour les PME, et on est en train de lancer des partenariats avec des chambres de commerce et d'industrie. C'est une économie de coût fixe. Créer un cours, ça peut coûter entre 30 000 et 50 000 euros, avec des coûts qui diminuent drastiquement grâce en particulier aux efforts de Pitchy et d'autres. Et ensuite, vous divisez par le nombre d'apprenants l'ensemble des coûts fixes. Donc on est sur quelques euros, voire de l'ordre de 1 euro de licence par mois pour avoir accès à des formations extrêmement qualifiantes. Donc ça, c'est quand même aussi partie intégrante de la révolution. Tout le monde s'y retrouve, les salariés comme l'entreprise. Mais moi, j'aurais une petite question. Quand on parle de ciblage, alors j'imagine que si on dit à un salarié qui n'est pas très digitalisé, à partir de maintenant, la formation en présentiel, c'est fini, vous allez passer au MOOC. Est-ce qu'il y a toujours une adhésion de la part de ces salariés? Et sinon, comment réussir à susciter cette adhésion? Alors, en effet, je pense que là, on atteint en fait les limites de ce que peuvent proposer les MOOC. Et finalement, quand on essaye de voir un peu plus haut, les MOOC ne sont qu'un format. Et en fonction de la personne qu'on a en face, il faut savoir l'adapter.
En ce moment, en France, on est rentré dans le soit les pour d'un côté, soit les contre de l'autre. Donc on avait le MOOC bashing cette semaine dans la presse, l'opposé la semaine suivante. Je pense qu'il faut essayer de finalement voir qu'en fonction du salarié qu'on a en face, en fonction de la personne qu'on doit former, eh ben on va mixer. Les MOOC sont un outil, la vidéo est un outil, le distanciel est un outil, le présentiel en reste un. Je vais vous prendre un exemple. On a été contacté l'année dernière par une société qui faisait de la formation en lean manufacturing. Donc uniquement du présentiel, et c'était de la manipulation en usine. Si on lui avait répondu « tu passes tout en ligne, même les manipulations », je pense que même de son côté, il aurait arrêté son activité, il aurait formé plus personne. Par contre, on a essayé de voir avec lui comment sur une formation qu'il effectuait 3 jours en usine, comment le digital finalement pouvait l'aider. Et là, on ne lui a pas proposé finalement de faire des MOOC, on lui a expliqué que finalement on allait segmenter sa formation, voir quelles sont les petites briques théoriques que les gens pouvaient voir et revoir avant et après la formation, voir quelles étaient à l'intérieur les manipulations qu'ils étaient obligés d'effectuer en présentiel, etc. Et donc en fait, on s'est aperçu aujourd'hui que si on prend la majorité de nos clients, plus personne ne fait que du en ligne. Donc les MOOC ont permis de faire avancer le débat, de rénover, de relancer un petit peu le marché de la formation. Mais il faut garder en tête qu'en fonction des gens qu'on aura en face, le tout en ligne n'est pas forcément la seule réponse à apporter. Et il faut mettre les formateurs au centre de ce concept, parce qu'au départ, le e-learning, c'était plutôt, mettez dehors vos formateurs, passez en ligne. C'était comme ça que les premières sociétés e-learning se sont développées. Ça a été un échec, et aujourd'hui, il faut comprendre qu'on doit mettre les formateurs autour de la table pour faire du e-learning un succès. Ce sont eux qui vont être les premiers utilisateurs et qui vont avoir les bénéfices d'un projet e-learning. Si on essaie de mettre de côté ces formateurs-là, qu'on leur dit qu'on va tout passer en ligne, généralement, c'est un échec. Donc finalement, l'avenir au blended learning, c'est-à-dire le mélange du présentiel et du digital. À condition de... Oui, évidemment, enfin, c'est les débats de la substitution. Je ne sais pas pourquoi on pose systématiquement, depuis les débuts de la révolution digitale, ces sujets-là en termes de substitution, le digital. Enfin, voilà, les plateformes de streaming de musique remplissent les salles de concert. Enfin, et les plateformes d'apprentissage en ligne remplissent les amphis. C'est juste que le prof qui est dans l'amphi ne peut plus lire l'article de recherche que l'étudiant, de toute façon, a déjà lu chez lui, vautrait dans le canapé, enfin, CF, l'image précédente. Donc, il y a quand même, oui, évidemment, il y a quand même un effort de réécriture. Hein, si on prend un cas très concret de cours à la négociation, il est évident qu'en termes d'analyse de la valeur, vous pouvez déporter en ligne la théorie des jeux, l'analyse transactionnelle des éléments au profit d'une interface en présentiel avec un négociateur, une vidéo, puis vous allez vous faire secouer, puis vous allez progresser. Donc il y a quand même les entreprises de formation, les entreprises elles-mêmes, les formateurs ne vont pas pouvoir se dédouaner de cet exercice de réécriture pour repenser le protocole en remettant l'étudiant au centre. Et ça crée l'apprenant au centre. Ça crée quand même quelques tensions, puisqu'on a beaucoup d'entreprises qui nous disent « Ok, mais moi j'ai du contenu, j'ai un CMS, j'ai du contenu score. » Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut probablement quand même réinvestir dans une réécriture blended du contenu. Et même pour aller un peu plus loin, le support vidéo, les MOOC, les e-learning, c'est à mon avis un parfait point d'entrée pour donner envie, pour donner à voir les formations en présentiel aussi et faire en sorte que quelqu'un qui n'avait pas envie de se faire former sur tel ou tel aspect, avec une petite vidéo, avec un MOOC, avec de la vidéo e-learning, a envie d'approfondir, de plus personnaliser sa démarche et de participer à du présentiel aussi. Du coup, là, on parle vraiment de vidéo, de MOOC, de digital. C'est des solutions qui paraissent assez complexes à mettre en œuvre. Est-ce qu'elles sont à la portée de toutes les bourses? Et en d'autres termes, est-ce qu'un patron de TPE ou de PME peut déployer dans son entreprise des formations digitalisées? Alors, il faut reprendre un peu la chaîne de valeur. Il y a 3 couches dans la chaîne de valeur. Il y a la couche plateforme. Il y a une couche protocole pédagogique, mais qui est souvent intégrée à la plateforme elle-même. Il y a une façon d'écrire et de délivrer un équilibre entre de la gamification, de la vidéo, le fait de délivrer l'ensemble du contenu sur tous les écrans disponibles. Et puis il y a la partie, contenu, qui est une partie extrêmement importante. Au jour d'aujourd'hui, il y a suffisamment, pour moi, à mon avis, de plateformes sur le marché qui rendent de façon extrêmement accessible des formations aux PME qui investissent, vous l'avez vu tout à l'heure avec Solocal, entre 5 et 6% de la masse salariale, mais même si vous en êtes au minimum tarifaire syndical de 0,5%, ça fait quand même quelques centaines d'euros.
Et ça, c'est largement suffisant pour payer les licences d'accès à la plateforme. Le sujet, c'est le cours. C'est l'écriture d'un cours qui est une économie de coûts fixes. Et là, je pense que les organisations fêtières, les chambres de commerce, le MEDEF, pourquoi pas, et d'autres, les filières, ont probablement une responsabilité d'essayer de trouver un écosystème pour investir les 30, 25, 50 000 euros de cours qui va être divisé par, non pas 10 salariés d'un hôtel, mais 10 salariés d'un hôtel multiplié par 10 000 hôtels, auquel cas le coût fixe est lui-même divisé. Donc je pense qu'il y a quand même une martingale encore à repenser. Vous êtes du même avis ? Sur la partie plateforme, bien évidemment, sans faire de la promotion, une société TPE, on a un client de 15 collaborateurs. Il peut former ces 15 collaborateurs avec un catalogue accessible pour 71 € par mois. Donc quand on arrive à ces niveaux-là, c'est accessible pour tout le monde. Après, la question du contenu est clé. Donc forcément, des contenus existants, déjà développés sur étagère, qui peuvent être fournis, et il y en a qui sont fournis par des écoles ou par des organismes de formation. Quand on massifie le public cible, on arrive à un coût d'accès au catalogue beaucoup moins élevé. La problématique va être quand l'entreprise veut créer ses propres contenus, quand on veut former ses propres collaborateurs, quand on veut former ses clients. Là, aujourd'hui, on arrive quand même à trouver des solutions. Pitchy en est une pour la création de vidéos. Mais vous prenez par exemple la formation logicielle. Aujourd'hui, nous, on a des outils, par exemple, où on offre à n'importe quel formateur la possibilité de s'enregistrer en train de partager une application de qualité HD. Quand on fait de la formation logicielle, c'est ce qui marche le mieux. Quand on va rentrer dans des formations très pédagogiques, là, on a besoin quand même de mettre les moyens si on veut faire un succès du cours e-learning. Mais sur une activité de formation globale, il y a déjà un premier pourcentage qui peut être passé en ligne. Je vous prends un exemple, le parcours nouvel arrivant dans les entreprises, c'est des choses qu'on a partout. On ne va pas aller créer un MOOC à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ça, parce que généralement, c'est des process, de la culture d'entreprise, des choses comme ça. On peut déjà utiliser des outils pour mixer cela et commencer à bénéficier du en ligne, donc sans faire une formation entièrement en ligne. Donc oui, de plus en plus, le coût d'acquisition diminue. Je pense que de plus en plus, les technos de création vont également diminuer et donc le rendre accessible à la masse. C'est en fait ce qu'on appelle un certain nombre d'entreprises le self-MOOC. C'est-à-dire de se dire que quand on n'a pas les moyens effectivement de faire appel à des formateurs externes, on peut trouver des compétences en interne et faire en sorte que ces collaborateurs qui ont une compétence se filment et fassent l'habillage de leurs vidéos et les mettent en libre accès sur un intranet à l'ensemble des salariés du groupe. C'est les projets de la SNCF, par exemple, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ils veulent pouvoir donner la main à leurs collaborateurs pour aller présenter leur métier ou leurs compétences pour que tous les autres, pour qu'il y ait une transmission du savoir qui soit beaucoup plus fluide et à des coûts moindres. Merci. Alors, j'ai un dernier point plutôt que j'aimerais aborder avec vous. C'est la question de la certification. Vous aviez parlé tout à l'heure de quelqu'un qui avait réussi à à valider un MOOC avec d'excellentes notes et d'avoir eu, pourquoi pas, une promotion en interne. Alors maintenant, on imagine un cas, moi j'arrive à avoir un MOOC et avoir une promotion en interne dans mon entreprise. Et j'essaye de partir chez le concurrent. Est-ce que je peux lui dire, ma certification délivrée par l'entreprise A est reconnue par l'entreprise B ? Alors, d'abord, il y a plusieurs sous-réponses. La première, c'est quelquefois, on a des entreprises qui disent, mais si je ferme mes collaborateurs, mes vendeurs, ils vont partir chez les concurrents. Alors, oui, d'ailleurs, la meilleure solution, c'est que vous ne les formez pas du tout. Vous inquiétez pas, personne ne viendra vous les prendre. Donc, il y a quand même faut faire attention à ces notions de cercle vertueux. Alors, je suis du XXe siècle, moi. Donc, quand j'ai passé 6 ans chez Danone, à passer cycle Marque 1, Marque 2, Marque 3, c'est-à-dire tout le cycle de formation, chef de produit, chef de groupe, direction marketing, à la fin, c'était l'équivalent d'un certificat. Le marché, les chasseurs de tête savaient ce que valait ce cursus. Quand chez SFR, je recrutais des responsables qualité Black Belt de chez General Electric, c'est une forme de certification qui n'a pas de reconnaissance universitaire, mais qui est dans le monde professionnel. À l'époque, on allait chercher des vendeurs chez Xerox. Donc, les entreprises sont en train de reprendre conscience que finalement, ces notions de certificat, alors qu'on voulait vraiment aller jusqu'au bout de la certification reconnue avec des universités et les modes partenariat qui sont là, mais sont en train de réinventer aussi des choses qui sont vieilles, comme le monde de l'entreprise et comme la formation interne, qui sont les certificats internes. Et la dernière chose, c'est
par anticipation, vous allez recruter dans les 3 années qui viennent des gens à l'extérieur, y compris des débutants, qui auront 1 ou 2 diplômes et 50 certificats. Un MOOC, un certificat de Tongji, un certificat de Cage, un certificat de l'Université de Clermont-Ferrand, puis il va falloir s'y retrouver dans tout ça. Donc cette notion de formation polymorphe est à anticiper parce qu'elle est devant nous. D'accord, eh ben, merci beaucoup en tout cas. Arnaud Blachon, vous avez encore quelque chose à rajouter ou... Non ?